Bien, alors on reprend les travaux. La première communication va être présentée par Eleonora Marzi, qui est chercheuse en langue et linguistique française auprès du département de langue, littérature et culture moderne de l'Université de Bologne. Ses recherches se concentrent sur l'analyse du discours assisté par corpus à l'égard des genres institutionnels, politiques de presse et littéraires. Elle s'occupe également de terminologie numérique et de modélisation formelle des connaissances linguistiques. Une attention particulière est dédiée à la langue et culture québécoise d'un point de vue linguistique et lexicologique. Et parmi ses dernières publications, la monographie Langue, littérature et informatique, interculturalité en perspective de 2021, et parmi ces articles, nous citons les stratégies discursives à l'œuvre dans le discours institutionnel sur les réseaux sociaux, et encore pour une approche interculturelle à l'usage des corporats dans la didactique des langues, la lexiculturologie à l'œuvre entre Realia et Culturem de 2024, donc c'est un article tout à fait récent. Et Eleonora Marzi va nous parler des graphes de connaissances au service de la terminologie numérique pour un nouvel équilibre entre approche onomasiologique et sémasiologique. Donc merci, à toi la parole, 1 minute. Merci beaucoup, Yana. Merci. Je profite de l'occasion pour remercier le comité organisatrice de ces journées fort intéressantes. Alors, attendez, ok. Notre présentation propose une réflexion sur le rôle que les graphes de connaissances, réseaux d'entités et de relations peuvent jouer dans la modélisation terminologique. Nous examinerons en particulier l'application du formalisme AMR, acronyme de Abstract Meaning Representation, qui produit automatiquement des graphes de connaissances de la sémantique d'un texte. Pour mieux illustrer nos réflexions, nous utiliserons des données réelles issues de la terminologie musicale provenant du projet H2020 Polyphonia qui s'est terminé en juin 2024, oui, et dont je faisais partie. Donc, si les débuts de la terminologie se font sous la lumière d'une approche onomasiologique à raison de la vocation normative de la discipline, à partir des années 2000, la centralité de la dimension conceptuelle s'enrichit de la dimension contextuelle. L'importance attribuée à l'aspect social et culturel des termes fait émerger des théories qui considèrent les deux approches onomasiologiques et sémasiologiques non seulement comme complémentaires et non plus opposées, mais aussi interdépendantes. Pensons à la théorie sociocognitive de Rita Temmerman ou encore à la théorie communicative de la terminologie de Maria Teresa Cabré. Ces approches orientées au contexte sont strictement liées à la mise à disposition de vastes corpus, suggérant une connexion entre technologie et épistémologie. Comme Nathalie Gormezzano et Sandrine Peraldi ont mis en évidence, la convergence de la linguistique, de l'intelligence artificielle, de l'ingénierie des connaissances et enfin des sciences de l'information ont en effet permis de remettre en question la manière dont la modélisation des connaissances était envisagée jusqu'à présent en terminologie. Partant donc de l'hypothèse selon laquelle les nouvelles technologies, dépassant leur statut de simple outil facilitant l'accès, la conservation et l'interrogation de données, peuvent intervenir dans le paradigme épistémologique, nous interrogeons sur l'application du formalisme du graphe de connaissances AMR, en particulier pour la modélisation terminologique. Les graphes de connaissances sont des structures de données qui organisent la connaissance d'un domaine à travers un réseau d'entités reliées par des relations spécifiques. Chaque nœud du graphe représente une entité, un concept, et chaque arête représente une relation entre ces entités. Cette formalisation de la connaissance permet de connecter des données hétérogènes, renforçant l'interopérabilité des ressources. Par exemple, l'initiative Linked Linguistic Open Data est parmi les exemples les plus riches. La structure en graphe de connaissances est extrêmement flexible par rapport à la représentation des théories de formalisation de la connaissance et en outre, elle permet une interrogation des données qui procèdent par inférence, simulant le raisonnement automatique. La notion de graphe de connaissances n'est pas nouvelle. Toutefois, sa popularité s'est considérablement accrue à partir des années 2000 lorsque Tim Berners-Lee
théorise le web sémantique, réalisé plus tard par Google, dans le but d'améliorer la recherche en passant de la simple correspondance des mots-clés à la compréhension du sens des requêtes des utilisateurs. Aujourd'hui, les graphes de connaissances sont un élément clé de l'écosystème de l'intelligence artificielle et du big data. Notre intérêt donc, porte sur le formalisme AMR, acronyme de Abstract Meaning Representation, qui produit automatiquement à partir d'un texte des graphes orientés et acycliques qui modélisent la sémantique de la phrase. AMR s'inspire du succès de l'utilisation des arbres syntaxiques dans le domaine du NLP et l'applique à la sémantique. AMR est un formalisme accessible à travers un code en accès libre ou à travers des applications également en accès libre développées dans le cadre de différents projets de recherche tels que Spring par l'Université de la Sapienza de Rome ou ARCO par le Conseil national de recherche. AMR se sert d'une structure prédicat-argument où le prédicat ne correspond pas nécessairement au verbe d'un point de vue syntaxique, mais agit comme un prédicat sémantique qui indique un événement et où les arguments représentent les participants à l'événement même. AMR est basé sur PropBank, un corpus annoté suivant l'approche cognitive de la sémantique des cadres, introduite par Charles Fillmore, qui considère des scénarios conceptuels fédérant les réalisations lexicologiques, où la définition des cadres implique la découverte des participants impliqués dans des rôles sémantiques propres et uniques à la situation décrite. Pour mieux expliciter les caractéristiques du formalisme AMR, nous faisons recours à un exemple. Le clarinettiste joue le concert composé par Mozart. C'est notre phrase. Nous utiliserons la visualisation par graphe pour une plus immédiate compréhension, donc à gauche, à savoir que chaque graphe est aussi produit et écrit en notation Penman. Vous avez un exemple qui bien se prête à être traduit dans d'autres formalismes comme RDF et OWL, utiles pour les partages via web sémantique. Observant le graphe, nous remarquons que chaque nœud indique un concept identifié par une lettre, dans notre cas la Z, et un numéro progressif. La perspective sémantique du parseur implique une non-directe équivalence entre les mots qui composent la phrase et les nœuds. Les mots grammaticaux ne sont pas pris en considération. En revanche, les nœuds tels que name, person et wiki, voilà, ne correspondent pas à une lexicalisation, mais à une représentation de la structure conceptuelle. L'agent du prédicat compose est une personne qui possède un nom dont la valeur est la lexicalisation Mozart, et la relation wiki met en connexion l'entité Mozart du système de la phrase à celui du web. À partir des prédicats, dans notre cas composés et joués, vous les voyez en vert, sont identifiés des arguments indiqués avec la sigle ARG, suivis d'un numéro. Les arguments possèdent des rôles sémantiques fixes. ARG 0 est l'agent, ARG 1 le patient, ARG 2 l'attribut, le bien, l'outil ou l'objet, ARG 3 le point de départ ou de début, ARG 4 le point de fin ou d'arrivée. À partir de ces rôles fixes, un argument peut se charger d'une inférence résultante de la sémantique du prédicat. Par exemple, dans l'exemple montré, arg 0, qui est l'agent du prédicat joué, est un performeur. Si les arguments correspondent aux actants, donc aux participants nécessaires à l'événement, les relations appelées non-core capturent d'autres informations non constitutives du prédicat, étiquetées avec des attributs tels que name, que nous avons déjà observé dans notre exemple, ou encore mode, time, location, etc. Le traitement via AMR de la définition terminologique nous semble positif sous plusieurs aspects. Le premier est le fait de se servir de la sémantique des cadres. Nous avons déjà mentionné comme AMR se base sur PropBank, un corpus annoté selon la sémantique des cadres, comme d'autres projets terminologiques font usage avec succès de ce paradigme dans la phase de modélisation. Nous mentionnons à titre d'exemple les ressources Ecolexicon et Dicoenviro qui portent sur le domaine de l'environnement et témoignent de l'efficacité de l'usage de la sémantique des cadres pour la modélisation terminologique, donnant accès à la fois à la dimension sémantique du terme et à ses comportements lexicaux.
En outre, la spécificité de l'aspect formel du graphe de connaissances offre la possibilité de connecter des ressources des ressources terminologiques avec d'autres ressources linguistiques, comme des thésaurus, des réseaux de termes, des index hypertextuels, de bases de données lexicales ou encore des ontologies. Un dernier point, le graphe de connaissances permet des interrogations qui se servent d'inférences simulant le raisonnement automatique. Pour donner du corps à nos réflexions, nous avons employé des données réelles provenant de Polyphonie, un projet H2020 qui s'est terminé en juin 2024, dédié à l'extraction automatique de la connaissance autour du patrimoine intangible musical européen. Parmi les produits du projet qui affairent au domaine de l'informatique, nous nous sommes servis du lexicon Polyphonie qui nous a été utile pour le choix des termes et du corpus Polyphonie que nous avons utilisé pour étudier le comportement des termes en contexte. Le lexicon est une base de données d'environ 4000 termes extraits de la ressource BabelNet qui ont été validés manuellement par des linguistes comme appartenant au domaine de la musique avec le support des lignes directrices rédigées par des experts. Chaque entrée du lexicon possède un code BabelNet, une forme lexicalisée et une définition, et elle hérite de BabelNet même les relations d'hyponymie et d'hyperonymie. Le corpus Polyphonie est représentatif de la terminologie musicale, il est multilangue, disponible en accès libre et composé par 3 sous-genres, livres, journaux et encyclopédies, pour un total d'environ 20 millions de mots. Notre démarche consiste en 3 étapes. Le traitement de la définition terminologique par EMR, l'enrichissement des graphes produits grâce à d'autres relations lexicographiques et la consultation du corpus pour l'étude des termes en contexte. Bien que la langue française soit supportée par le formalisme EMR, comme nous l'avons montré dans l'exemple précédent, nous avons remarqué comme l'usage de la langue anglaise soit plus performante au niveau des résultats grâce à une majeure disponibilité des données d'entraînement, comme d'habitude, j'ajouterai. Donc, nous avons jugé préférable pour cette représentation de traiter les définitions en anglais, bien que le corpus et les réflexions lexicologiques tiennent en langue française et que les réflexions en général sont valables aussi pour la langue française, car nous avons mené des exemples en parallèle. Donc, le premier mot considéré pour nos échantillons est clarinette, dont nous observons la définition passée par EMR. La définition instrument de musique avant de la famille des bois, composé d'une anche simple, d'une perce cylindrique avec un pavillon évasé et produisant un son duré au do majeur pour une extension de 3 octaves et demie. À une analyse du graphe, nous remarquons que la définition se compose de 2 événements, la fonction et la composition de l'objet. La fonction de l'objet est la production du son, qui est modélisé comme un événement et qui possède un intervalle dans le rôle argument-passion. Le concept d'intervalle possède à son tour 2 arguments qui sont les 2 extrêmes, le D, en notation anglo-saxonne le Ré, et le C, le Do majeur. Remarquons comme le formalisme EMR ajoute des informations. D et C sont reconnus comme des notes et étiquetés avec le concept string entity, qui est donc inféré automatiquement, soulignant au passage que l'on obtient le même résultat avec la notation européenne Do et Ré. Nous avons déjà vu comment EMR est capable d'enrichir les relations avec des inférences. Dans ce cas, les extrêmes d'un intervalle du son sont des notes. Ces mêmes inférences pourront être utilisées dans l'interrogation de la base de données. La partie de gauche, voilà, vous avez les cercles qui indiquent où se trouvent les limites des notes. La partie de gauche est dédiée à la composition de l'instrument. L'argument agent de l'événement production du son est son créateur, un instrument qui appartient à la famille des bois, information modélisée grâce à l'attribut relation mode. La composition de l'objet, réalisée par le biais du prédicat composé, explicite les 3 éléments distinctifs, une embouchure à hanche simple, une perce cylindrique et un pavillon évasé. Une telle modélisation de la structure sémantique où les relations conceptuelles
sont explicités, par exemple le do et le ré sont des notes où le patient du prédicat produire est une création, permet une interrogation des données qui procèdent par inférence sur les traits sémantiques. Par exemple, quels sont les instruments composés par une hanche simple? Quels sont les instruments qui peuvent produire des sons avec une extension de 3 octaves et demie? Outre le fait qu'une décomposition sémantique à partir du texte permet une modélisation plus granulaire et un potentiel d'interrogation accru, un autre aspect fondamental de cette structure en graphe de connaissances est la possibilité de connecter d'autres informations. Afin de pouvoir enrichir le cadre de connexion du terme clarinette dans le contexte de l'interaction entre sémantique et syntaxe, nous employons la structure de définition analytique par genre prochain et différences spécifiques. Le terme clarinette est un prédicat sémantique à 2 accents, un agent qui utilise l'instrument, donc le performeur, et le produit de l'instrument, qui est le son. Grâce à la caractérisation sémantique des accents, nous pouvons ajouter que l'agent qui utilise l'instrument est une personne, qui peut être un musicien et en particulier un clarinettiste. Et pour ce qui tient à l'entité produite, l'ensemble est vaste, allant d'une note à un genre de composition, concerto pour clarinette par exemple, ou à une composition spécifique, le concerto pour clarinette de Mozart. Nous nous avons concentré sur les aspects sous-mentionnés afin de montrer d'autres connexions, mais nous soulignons au passage comment on pourrait se concentrer aussi sur les 3 composantes, l'embouchure à hanche simple, la perce cylindrique et le pavillon évasé, ou sur le genre prochain qui est un instrument de musique de la famille des bois. Le graphe de connaissances résultant du traitement avec EMR peut être enrichi suivant la caractérisation des accents, mais également grâce à son format structurel. Le terme clarinettiste peut être connecté à travers le nœud clarinette qui se trouve dans la définition du terme clarinette. Pour éviter la récursivité, le nœud clarinette de la définition du terme clarinettiste peut être substitué dans le graphe EMR du terme clarinette montré auparavant. Il est possible donc de connecter les entrées clarinette et clarinettiste identifiées avec des codes à un niveau lexicosémantique d'agent prédicat. Une telle structure est interrogeable par des traits sémantiques. Par exemple, quel est le nom d'un musicien qui sonne un instrument de musique à vent de la famille de bois, produisant un son avec une extension de 3 octaves et demie. En nous appuyant toujours sur la caractérisation sémantique des accents, nous prenons comme exemple un des produits possibles joués par l'instrument, le concerto pour clarinette, dont EMR produit le code affiché. Voilà. Et où le principe de connexion peut se reproduire à l'infini et permettre des interrogations toujours plus puissantes. Quelles sont les compositions où un instrument avec une embouchure à hanche simple, une perce cylindrique, un pavillon évasé est accompagné par une ample formation musicale? Nous avons auparavant mentionné le fait que les entrées du lexicon polyphonie que nous avons utilisé héritent de Babelnet la structure des relations d'hyponymie et d'hyperonymie. Cela nous permet d'enrichir davantage notre graphe de manière automatique, avec par exemple l'ajout du co-hyponyme clarinette de basse. Les traits sémantiques de la clarinette de basse diffèrent de ceux de la clarinette classique en ce qui concerne l'extension du son, soit une octave en dessus. Ou encore, les hautbois, appartenant toujours à la famille des bois, se distinguent de la clarinette par la présence d'une perce conique et non cylindrique, ainsi que par une embouchure à hanche double. On commence à percevoir l'extension horizontale et verticale à laquelle le graphe peut tendre, rendant possible des interrogations qui croisent des traits tant sémantiques que lexicologiques. La dernière étape de nos réflexions consiste dans l'interrogation du corpus polyphonie. À la recherche des concordances du terme clarinette nous fournit des exemples précieux pour étudier le comportement collocationnel de ce terme dans le contexte de l'étude de l'interaction entre sémantique et syntaxe. Le terme clarinette possède des collocations qui peuvent enrichir la caractérisation sémantique des accents identifiés auparavant. Les prédicats réalisés, montés et fabriqués font référence à l'aspect artisanal de l'instrument. Les prédicats étudiés et apprendre font référence à la technique nécessaire pour pouvoir l'utiliser. Et enfin, les prédicats offrir et chanter font référence à leur trait sémantique principal relatif à la production du son. Ce rapide survol nous suggère comment le corpus peut être une source précieuse pour compléter la modélisation de la structure prédicative et enrichir ultérieurement le graphe de connaissances
Parvenons maintenant à nos conclusions. Dans le contexte des implications des nouvelles technologies sur la modélisation terminologique, nous avons présenté quelques réflexions sur l'utilisation du parseur sémantique EMR qui convertit les définitions en graphes de connaissances et modélise les traits sémantiques des termes tout en intégrant des inférences. Nous avons observé comment un graphe de connaissances, grâce à sa structure en nœuds et arêtes, peut faciliter la gestion terminologique. Les graphes de connaissances produits par EMR aident à représenter les concepts de manière hiérarchique ou réticulaire, offrant une vue d'ensemble de relations conceptuelles et en même temps permettent des connexions entre la structure sémantique des actants et leur réalisation lexicale. Le fait de transformer donc en graphe de connaissances des définitions terminologiques équivaut à pouvoir connecter les entrées d'une base de données à travers les traits sémantiques internes à la définition, les composantes sémantiques des actants, les relations lexicologiques et enfin à travers les collocations relatives au comportement du terme. Une ressource ainsi structurée permet des interrogations approfondies qui croisent tant le plan sémantique que lexicologique. Et l'échantillon de données réelles que nous avons examiné suggère des actions pour des futurs développements. Il sera nécessaire d'implémenter les définitions terminologiques et de les corriger dans le but d'uniformiser la notation automatique faite par EMR. En outre, en opérationnalisant la méthodologie sur une portion du lexique plus large que celle des instruments de musique, nous pouvons éclairer les zones d'ombre déjà identifiées après cette première étude exploratoire. Je vous remercie pour votre attention. Eleanor, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette communication très intéressante, pour avoir montré finalement l'apport de tous ces instruments à la modélisation des connaissances linguistiques, particulièrement articulées. On va y revenir tout à l'heure. Et je passe maintenant donc à la deuxième la seconde communication de cet après-midi. Et je vais présenter les collègues Lorenzo De Villa et Nicla Mercurio. Donc on quitte Bologne et on arrive en Sardaigne. Lorenzo De Villa est maître de conférences en langue et linguistique française à l'université de Sassari, Sardaigne, où il est responsable de la licence en médiation linguistique et culturelle et du FLE. Il est membre du directif de l'association Dorif Università. Il a été professeur invité dans plusieurs universités françaises. Il est responsable de projets de recherche sur le plurilinguisme et les langues minoritaires et directeur de plusieurs thèses de linguistique française. Ses travaux de recherche portent sur la variation dans le français contemporain et sur la stylisation dans l'expression artistique. Et je présente également Nicla Mercurio, qui est enseignante-chercheuse en langue et traduction française à l'université de Sassari, dans le cadre du projet Plurilinguisme, patrimoine culturel et développement durable. Ses recherches portent sur la terminologie, le discours publicitaire et touristique, ainsi que sur les représentations linguistiques. Actuellement, elle s'occupe en particulier du domaine de la bière dans une perspective socio-terminologique et discursive. Donc, ils vont nous parler aujourd'hui, justement, des laguères croustillant aux IPA audacieuses, bière artisanale craft beer, pratique terminologique et discursive des brasseries artisanales de Sardaigne et de Corse dans les réseaux sociaux. Alors, merci, à vous la parole. Merci. Donc, tout d'abord, merci aux organisateurs et aux organisatrices de ce beau colloque. Je me réjouis cette fois d'être ici en présence. La dernière fois, malheureusement, on était en ligne. Alors, dans cette communication, donc, nous présenterons une partie des résultats de nos recherches s'inscrivant dans le projet Plurilinguisme, patrimoine culturel et développement durable qui a été mentionné tout à l'heure. Dans le cadre de ce projet, nous nous intéressons entre autres au domaine de la bière, du point de vue du discours publicitaire et du discours de dégustation. Il s'agit d'un domaine riche en terminologie, mais fortement lié aussi à la sphère sensorielle et s'adressant à un public de plus en plus large et varié, grâce aussi aux réseaux numériques et aux réseaux sociaux.
Alors, le grand dictionnaire terminologique définit le réseautage social comme, je cite, l'utilisation des réseaux sociaux à des fins d'interaction entre individus ou organisations, en ajoutant qu'il se fait non seulement à des fins de socialisation et de divertissement, mais aussi, je cite encore, un contexte professionnel. À ce propos, le dictionnaire fait notamment référence donc à la publicité, qui nous intéresse de près. En effet, à l'heure du numérique, le réseautage social constitue l'une des stratégies indispensables pour les entreprises de tout secteur, offrant des possibilités considérables en matière de visibilité et de promotion, comme le souligne France Num, le portail français de la transformation numérique des entreprises. Par exemple, les pages des marques peuvent s'avérer efficaces pour cibler et fidéliser la clientèle, pour faire découvrir des biens et des services ou encore pour renforcer la réputation de la marque. En janvier 2024, Facebook figure en tête d'un classement de la plateforme Statista. Instagram est aussi l'une des plateformes les plus utilisées. C'est pourquoi donc nous avons décidé de nous pencher sur ces deux réseaux sociaux dans cette communication. Cette étude s'inscrit donc dans le cadre de l'analyse du discours numérique, la notion de technologie discursive forgée par Marianne Pavot, à savoir, je cite, l'ensemble des processus de mise en discours de la langue dans un environnement technologique, sera également mobilisée. L'écriture en ligne se caractérise par sa plurisémioticité, donc intégrant une composante visuelle et une composante plus proprement verbale, comme nous allons le voir à travers l'analyse des données, et des éléments donc techno-discursifs, tels que par exemple les modalités iconiques et les hashtags. Les entreprises proposent de plus en plus d'initiatives en ligne, celles de l'agroalimentaire aussi y sont très présentes. Dans le cas qui nous occupe, on parle notamment, je cite ici donc Laurent Bach, qui est un thésard de Laurent Gauthier, on parle de numérisation de la dégustation. Cette numérisation permet à un public non expert d'entrer en contact avec des connaissances et des terminologies donc spécialisées. Un bon exemple est fourni par les discours sur le vin, dans lesquels les discours sur la bière puisent largement. On les appelle respectivement oinoglossia et brutoglossia. Dans notre étude, nous avons analysé un corpus constitué de posts publiés sur Facebook et Instagram, donc par un échantillon de microbrasseries artisanales françaises et italiennes, en nous focalisant notamment sur les terminologies, les éléments technodiscursifs qui distinguent l'écriture numérique, comme nous l'avons déjà dit, et les stratégies discursives adoptées. Ces discours pluriels et complexes sont aussi marqués par des termes sensoriels, à savoir des descripteurs liés aux 5 sens, d'où une forte subjectivité qui les caractérise. Ils peuvent donc être étudiés selon une approche socio-terminologique qui souligne, nous l'avons vu avec François Gaudin, donc la nécessité de prendre en compte le contexte discursif et la variation. Dans notre étude, nous essaierons de mettre en évidence la transition des terminologies vers le discours numérique et de montrer que les réseaux sociaux représentent un moyen de diffusion des connaissances spécialisées auprès du grand public, en nous focalisant sur le secteur de la bière et en adoptant une approche à la fois quantitative, les données ont été saisies sur Excel, mais aussi qualitative et comparative, donc français-italien. Le domaine brassicole est en plein essor à l'échelle globale, comme on peut le voir, surtout en ce qui concerne la bière artisanale, à savoir une bière non filtrée, non pasteurisée, produite en quantité limitée et inspirée d'une tradition régionale, même si la définition peut varier d'un pays à l'autre. Les rapports montrent que la filière industrielle et artisanale est en augmentation, notamment en France et en Italie, comme il ressort donc de ces données de Brewers of Europe, association des brasseurs européens. Ces deux pays, donc l'Italie et la France, ont aussi un grand nombre de micro-brasseries artisanales. Nous avons donc décidé de nous pencher sur deux régions en particulier.
Nous nous concentrerons donc notamment sur la Sardaigne et la Corse, deux îles qui sont considérées comme sœurs, entre guillemets. Elles s'inscrivent en effet dans un contexte méditerranéen et sont connotées d'un point de vue linguistique et identitaire. De plus, bien qu'il s'agisse de régions vitivinicoles, les brasseries artisanales aussi montrent, comme nous le verrons, un lien très fort avec le territoire. Pour nos analyses, nous avons sélectionné un échantillon de 10 brasseries qui sont représentatives de ces deux régions. Ces brasseries ont une page officielle sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Elles ont partagé des posts décrivant les produits et l'entreprise. Nous avons retenu les posts avec une composante verbale et une composante visuelle. Par contre, nous avons exclu les posts publicisant tout simplement des événements ou encore des concours ou encore des boutiques en ligne. La plupart de ces posts, 250 au total, ont été publiés à la fois sur Facebook et Instagram entre janvier 2022 et août 2024. Donc, je passe la parole à ma collègue Nicolas. Merci et bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter les résultats de la recherche. Ok, parfait. Parmi les éléments technodiscursifs les plus utilisés dans la communication numérique, il faut d'abord citer les emojis, des icônes digitales reproduisant des objets, des visages, des animaux ou des symboles. D'après Schnebly, on peut les considérer comme des marqueurs sociolinguistiques à la valeur diaphasique, car ils introduisent un relâchement dans l'échange. Dans notre corpus, nous avons relevé des emojis représentant des réactions émotionnelles, dont par exemple, vous voyez des étoiles, des cœurs qui expriment l'enthousiasme, par exemple, pour la parution d'une nouvelle bière, mais aussi des éléments lexicaux et des termes spécialisés, tels que des produits, des ingrédients locaux comme les citrons, la châtaigne, le miel, ou encore, dans le cas de la Sardaigne, des éléments historiques et culturels. Vous pouvez remarquer là les visages évoquant le masque sarde des Mamoutones ou un bateau représentant un bateau nouragique, barca nuragica. Ensuite, l'arrobase est un symbole typographique indiquant une mention et permettant de citer les destinataires du message ou d'appeler un tiers dans la conversation, pour citer notre collègue Marzi. Il est très présent notamment dans la communication politique et institutionnelle. Cependant, dans notre corpus, les arrobases ont plutôt une fonction publicitaire, pour citer Antonetti, parce qu'elle dit que les arrobases servent de lien pour découvrir des pages secondaires ou que l'on veut propager. Dans notre corpus, les arrobases donc introduisent surtout des producteurs locaux, dans les cas des brasseries corses avec un 38%, ou des lieux où l'on peut trouver les bières de la brasserie en question, dans les cas des brasseries sardes avec les 50%. Je vous montre des exemples. Dans ces captures d'écran, vous pouvez remarquer, dans le cas de la brasserie corse, l'emploi de l'arrobase pour mentionner Antoine Brignetti, oui. Il est un producteur du citron de Balagne, donc un produit local qui est aussi représenté à travers une emoji d'un citron, ou encore vous avez l'emoji avec un visage avec les yeux en forme de cœur, pour indiquer la joie pour cette bière. Ensuite, dans le cas d'une brasserie sarde, vous avez l'emoji d'un myrtille qui veut représenter il mirto, donc les bacche di mirto, un produit typique de la Sardaigne. Un autre élément emblématique, on le voit bien, oui, du discours numérique est le hashtag, dont l'emploi est récurrent dans notre corpus. En général, il permet de surligner un sujet, un topic, et de mettre en contact des personnes intéressées au même sujet. En effet, les brasseries du corpus l'utilisent souvent pour mettre en relief l'entreprise, ses produits ou les lieux de brassage, mais aussi pour promouvoir la bière artisanale et la production locale. En outre, plusieurs hashtags introduisent des termes spécialisés tels que des produits ou des ingrédients locaux et des styles de bière. Nous avons regroupé ces hashtags dans les catégories que vous voyez dans les graphiques.
nom de marque, nom de produit, promotion de la bière artisanale, par exemple hashtag bière indépendante artisanale, les références géographiques et les produits et les ingrédients locaux, donc des termes de l'alimentaire et les styles de bière du domaine brassicole. En ce qui concerne la Corse, vous voyez que les hashtags les plus nombreux concernent les références géographiques suivis des messages concernant la promotion de la bière artisanale. En ce qui concerne la Sardaigne, nous avons surtout les noms de marques, les noms des produits et la promotion de la bière artisanale. Vous voyez un exemple, on a choisi ces postes d'une brasserie corse parce qu'en fait, ils ont utilisé presque toutes les catégories des hashtags que nous avons repérés. Ensuite, Outre ces termes plus techniques, nous avons également relevé, les styles de bière, tout comme les ingrédients et les étapes de la production, sont désignés par des termes spécialisés qui figurent très souvent dans les postes du corpus, comme vous pouvez les voir dans les exemples sur la diapo. Ces termes sont utilisés dans des énoncés qui fournissent à l'usager des informations, par exemple sur le style de la bière indiqué. Dans les postes sarde, vous avez grisette, il s'agit d'un style de bière, défini la saison belga. Dans l'autre poste, vous avez une bière blanche, c'est-à-dire un style wheat beer. Donc, il y a des termes spécialisés qui appartiennent au domaine brassicole, dans ces cas, des styles de bière. Alors, les postes examinés présentent donc des caractéristiques très précis et outre ces termes, nous avons relevé des termes sensoriels qui sont propres au discours de dégustation et qui sont transmis par des professionnels ou moins experts. Dans ces cas, vous avez dans les diapos, nous avons surligné en rouge les termes de la dégustation, donc torréfié, notes de cacao, de café, de chocolat, arômes empyromatiques, notes épicées. En italien, vous avez brillante et coloramato, donc c'est la couleur cuivre, et encore les notes mielate et caramellate, donc notes de miel et caramélisées. Donc, on peut remarquer en jaune des éléments qui renvoient à une communication plus informelle. Je n'ose pas prononcer ici. Une élégante birra élégante, on ne l'utilise pas trop dans ce type de discours. Ou encore schiuma bella compatta. Dans ce cas, bella, il ne s'agit pas d'un adjectif adverbial que les experts utiliseraient. En ce qui concerne les ingrédients locaux et les produits qu'on a déjà mentionnés, ils figurent souvent dans des photos. Ces terminologies sont donc véhiculées grâce aussi à la composante visuelle. Dans les images, vous voyez des miels d'écorce ou encore la châtaigne sarde, il s'agit de la châtaigne du Gennargentu, ou encore le fico d'India, donc figue de Barbarie. Et pour conclure ma partie, ces postes présentent des caractéristiques que nous avons identifiées lors d'une étude précédente sur les avis en ligne, à savoir la présence des termes techniques et sensoriels et des descripteurs hédoniques selon la tripartition du lexique de Gautier, ainsi qu'un registre familier, celui-ci marquant une différence par rapport à ce que l'on observe dans la communication entre professionnels. Dans ces corpus, nous avons repéré aussi des stratégies relevant clairement du discours publicitaire, comme l'emploi des majuscules et du gras pour attirer l'attention de la clientèle, l'emploi des jeux de mots ou d'expressions figées, un peu manipulées, qui inclut également des références à la culture partagée ou des termes spécialisés. Par exemple, j'attire votre attention sur prêt à boire la vie en rose, beer must go on, avec des références au domaine musical, ou encore ceci n'est pas juste une bière de Noël, donc pour mentionner le domaine de l'art, ou en italien la prima cotta non si scorda mai, no? Donc on n'oublie jamais les premiers coups de foudre, mais en italien cotta signifie aussi, désigne aussi une étape de la production de la bière. Donc nous avons cotta pour indiquer le coup de foudre, mais aussi cette étape de production. Nous avons encore l'emploi d'adjectifs et des pronoms à la deuxième personne du singulier ou du pluriel et les verbes à l'impératif pour s'adresser de manière explicite au lecteur ou dans ce cas à la clientèle. La présence des mots ou d'expressions en langue locale ou régionale à la valeur exotique et évocatrice. Ces stratégies
sont bien présentes dans certaines images qui accompagnent les posts, qui sont des véritables publicités. Et là, on peut remarquer encore des termes qui sont issus des domaines spécialisés. Donc, vous trouvez par exemple des termes liés au domaine de la bière, mais aussi du vin, et encore une fois, la bière d'hiver et la bière de Noël. Donc, des termes qui désignent des styles de bière. Et pour les conclusions, je passe la parole à mon collègue. Alors, dans cette communication, nous avons voulu donc nous pencher sur la transition de la terminologie traditionnelle au numérique pour reprendre l'un des axes de ce colloque à travers l'analyse donc d'un corpus de posts Facebook et Instagram tiré d'un échantillon de brasseries artisanales de Sardaigne et de Corse à travers une approche discursive numérique et socioterminologique. Nous avons repéré les termes spécialisés que ces producteurs et productrices utilisent dans leur communication sur les réseaux sociaux pour s'adresser à un public large et varié. Nous avons constaté que ces termes s'entremêlent aux éléments techno-discursifs et sont également mobilisés dans les stratégies de la publicité numérique, qui est à la base, nous l'avons dit, du réseautage social des entreprises. Grâce à leurs composantes visuelles et au registre informel utilisé, ces posts parviennent à vulgariser des termes et des connaissances relevant normalement d'un domaine spécialisé. On peut mobiliser à cet égard les notions de marchandisation et démocratisation des savoirs dont a parlé François Gaudin dans sa conférence plénière. En ce qui concerne les perspectives de cette recherche, nous envisageons d'étendre notre analyse aux termes techniques du domaine de la bière utilisés dans les réseaux sociaux, à l'instar par exemple de ceux relevant des phases de production, mais d'inclure aussi dans notre corpus des brasseries d'autres régions afin de compléter les résultats obtenus dans des études précédentes que nous avons consacrées à la communication du secteur brassicole artisanal. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Merci. Et voilà une petite biblio de référence. Pour cette communication qui effectivement montre la complexité déjà de la définition peut-être de la terminologie et dans ce type de contexte les relations que la terminologie spécialisée entretienne avec d'autres lexis relevant peut-être de la langue justement familière ou alors les références culturelles, etc. Je passe la parole au public pour les questions, n'hésitez pas. Alors déjà, merci beaucoup pour vos présentations. Alors, j'avais une question pour la seconde présentation. En fait, pourquoi la bière ? C'est vrai qu'il y a pire. Pourquoi la bière? D'une part, parce que nous avons à côté une grande spécialiste qui vient d'avoir son diplôme en dégustation de la bière. Donc, voilà, déjà, on avait, disons, sur place quelqu'un de spécialisé dans le domaine. D'autre part, parce qu'en fait, nous avons déjà travaillé, par exemple, sur le vin aussi. Nous avons mené des enquêtes de terrain, par exemple, en Corse et en Sardaigne. Et nous nous sommes rendus compte, lors de cette enquête de terrain, que le lien était très fort entre ces deux domaines de production, notamment en Corse, par exemple, où les microbrasseries, en fait, naissent déjà de domaines vitivinicoles. Et alors, souvent, ce sont les enfants, donc, des producteurs qui se mettent, comme ça, du jour au lendemain, à produire de la bière, et qui utilisent aussi donc tout un langage, tout un discours qu'ils avaient déjà, disons, connu, donc dans le domaine du vin. Et donc, disons, ce fil conducteur nous a amené donc à en savoir plus sur le domaine de la bière.
Et bon, je ne vous cache pas que, évidemment, après, il y a des dégustations aussi, et c'est la partie plaisir de notre recherche. Merci. D'autres questions? Merci. Lorenzo, non, juste pas une question, mais une suggestion. Est-ce que vous envisagez de travailler sur les avis des consommateurs, sur la réception de cette terminologie, sur le partage, sur la diffusion et sur la réappropriation des... parce que je pense qu'il y a des choses très intéressantes aussi, là, sans doute, sur la bière et sur les descripteurs. Oui, merci beaucoup pour cette suggestion. En fait, on y a déjà réfléchi, on y a déjà pensé. J'en ai parlé avec un collègue donc de Sciences Éco, parce que ce sont plutôt eux qui travaillent sur ce genre de choses. Donc, le côté réceptif, donc la réception, donc en sciences humaines est un peu moins, disons, exploré. Et donc, oui, hein, donc nous allons le faire. C'est, disons, dans la perspective de ce projet, donc pour aller voir justement, donc maintenant nous avons analysé le produit, donc les postes, etc., mais aller donc interviewer les consommateurs, et pour ça en fait on a besoin justement d'un contact avec les producteurs, parce que souvent les consommateurs c'est vraiment disons des connaisseurs qui vont acheter sur place, etc. Donc il y a moins de ventes en fait en ligne, et donc voilà, il faut connaître tout ce réseau pour aller recueillir les données. Mais c'est tout à fait, c'est très intéressant, donc merci pour votre suggestion. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me disais, après, donc je te demande éventuellement la confirmation, ou, si c'est le cas. En fait, ce que je trouve aussi passionnant, après ça concerne aussi d'autres domaines, mais c'est vrai que dans ce domaine-là, et dans tous les domaines peut-être éno-gastronomiques, il y a peut-être aussi cette tendance à une spécialisation des termes, ou alors de mots, hein, de lexiques qui sont donc lexiques de la langue standard, enfin commune, en général, comme tu vois, voilà. Et qui devient en fait des termes, peut-être dans ce contexte, je ne sais pas, pour qualifier, pour définir les différents types de bières, caramel, etc. Enfin, je veux dire, il y a un lexique, en tout cas, après, je ne sais pas si c'est terminologique, mais il y a un lexique qui est spécifique. Voilà, il y a une tendance inverse. Je ne sais pas si tu confirmes ça. Ça, je trouve intéressant. Oui, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il y a une spécialisation dans le lexique en fait ordinaire, hein, entre guillemets, parce que justement en fait on a difficulté, parce qu'il n'y a pas de taxinomie, donc il n'y a pas de référence, il n'y a pas de point de repère, donc il faut tout construire, et souvent en fait on construit avec ce qu'on connaît, et donc on va piocher donc les termes donc disons ordinaires, et on les rend spécialisés dans la description en fait de ces produits. Mais sur ça, peut-être Nicolas peut nous en dire un peu plus, parce qu'il est justement donc, dans la description. Donc, comment on décrit voilà, une bière, quels sont les termes que l'on utilise? Alors, ça dérive aussi de l'univers du vin. Non, on suit vraiment les mêmes procédés. C'est vraiment la même chose. Mais en fait, quand j'ai commencé mes cours de dégustation, et les enseignants nous ont dit que les instruments d'un dégustateur, non, ce sont les 5 sens, évidemment, et la terminologie. Donc, voilà pourquoi la bière aussi. Là, il avait ma côté chercheuse qui a dit, oh, il y a quelque chose qu'il faut faire. Mais en fait, oui, ils utilisent des termes que nous connaissons très, très bien, non, de la vie quotidienne, non, pour décrire certaines arômes ou certaines notes. Il y a aussi la métaphore qui est beaucoup sollicitée dans la terminologie de la dégustation. Donc, oui. C'est un champ ouvert. Alors, à mon avis, oui, mais parce que les experts ne sont pas vraiment ouverts. C'est ça, exact. Mais
À mon avis, on pourrait vraiment étendre la terminologie de la dégustation parce que c'est, à mon avis aussi, c'est très lié à la culture des provenances. Par exemple, quand on parle de la senteur fumée, nous sommes originaires de la Campanie, on fait l'association avec la provola affumicata, alors que les Italiens du Nord pensent plutôt au speck, donc c'est un type de jambon fumé. Et donc, il y a l'imaginaire plus proche qui est sollicité à la base. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, on s'arrête là. Et encore merci à nos intervenants pour cette très belle séance. Et à vous,